Si on en écoute certains, l'accès aux armes aux États-Unis serait tellement libre qu'un gamin de 16 ans pourrait acheter un AR-15 sans aucun souci directement chez Walmart. Vous vous en doutez, ce n'est pas si simple que ça. Mais alors, qu'en est-il réellement? Qui peut avoir accès à une arme aux États-Unis? Quel genre d'arme? Et aussi, pourquoi? C'est ces questions auxquelles on va essayer de répondre. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur mais qui est très méconnu et surtout souvent très mal compris par les Français. Alors vous l'avez compris, on va parler de l'achat d'une arme à feu aux États-Unis, mais on ne parlera pas dans cette vidéo de l'impact des armes à feu, que ce soit les choses qu'on voit tout le temps, les fusillades dans les écoles, etc. ou même les lois sur la défense avec Stand Your Ground ou la Castle Doctrine par exemple, ni même de tous les débats actuels. Mais si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas, dites-le moi en commentaire. Je regarderai tous vos commentaires et je travaillerai au plus vite à en faire une vidéo. Le débat sur l'accès aux armes et notamment surtout sur les armes à feu n'est pas du tout sur le devant de la scène, que ce soit populaire ou politique en France, contrairement aux États-Unis, et ça vous l'avez sans doute pas manqué. Vous avez donc aussi certainement déjà entendu parler du second amendement, qu'une partie des Américains défendent plus que leur propre mère et que l'autre partie des Américains détestent et combattent comme si c'était le retour des heures les plus sombres de l'histoire. Revenons donc tout d'abord sur ce fameux amendement pour en connaître tous les tenants et les aboutissants. Voici ce que dit le second amendement de la Constitution des États-Unis. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Cet amendement fait donc partie du Bill of Rights, les 10 premiers amendements énoncés à la suite de l'établissement de la Constitution juste après la guerre d'indépendance. Pour rappel, le peuple américain sort tout juste d'une guerre contre un pouvoir central oppressif, qui était donc à l'époque le Royaume de Grande-Bretagne. La fédération des États-Unis, donc le fait que le pays soit découpé en plusieurs juridictions, ainsi qu'un bon nombre de mesures mises en place directement dans la Constitution sont justement établis pour éviter que le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement des États-Unis ne prenne trop de place et n'ait donc trop de pouvoir sur les citoyens et qu'il puisse devenir trop oppressif. Ça explique donc la mentalité de certains Américains et la méfiance qu'ils ont vis-à-vis du pouvoir fédéral. Et parmi ces mesures, celle qui nous intéresse aujourd'hui fait partie des 10 premiers amendements, le fameux Bill of Rights et notamment le second amendement. Et dans cette nation naissante, la liberté qui est le maître mot implique le droit de se défendre contre le crime d'une part évidemment, mais aussi et surtout contre l'État. Et c'est cette notion qui est importante dans le second amendement. Le second amendement, comme je vous l'ai dit, fait référence au maintien d'un État libre. Il n'est donc pas ici question de pouvoir se défendre, ce qui était une évidence lors de l'établissement de la Constitution au XVIIIe siècle, mais bien de pouvoir former une milice, un contre-pouvoir à l'État fédéral. Cette omnipuissance de l'État s'appelle de notre côté en France le monopole de la violence. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Et pour vous démontrer ça, les seules personnes en France autorisées à porter des armes sont des agents de l'État, policiers, militaires, que ce soit armée ou gendarmerie, etc. Ce monopole de la violence qui est estimé pour la plupart des Français indispensable à un État sécuritaire, avec notamment des slogans du genre « pour que force reste à la loi », eh bien ce monopole de la violence mène inévitablement, selon les Américains, à la tyrannie et à la dictature. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai un petit peu divagué, tout ça pour vous dire pourquoi à l'heure actuelle la détention et le port d'armes est autorisé aux États-Unis comme une valeur fondamentale. Ça fait partie de leur culture, de leur histoire et leur pays s'est bâti comme ça. Et cette liberté d'accès aux armes est donc fondamentale pour les Américains et notamment pour les pro-constitution. Maintenant, passons au sujet du port d'armes, ce qui nous intéresse le plus. Alors évidemment, en tant que Français, c'est complètement lunaire de pouvoir estimer porter une arme en public. Cette opinion est très impopulaire et si vous osez l'aborder, on vous rétoquera tout de suite. C'est pas le Far West, il y a des lois, ce serait n'importe quoi, l'anarchie, la guerre civile. Mais bon, sur le sujet du port d'armes aux États-Unis, il faut dissocier deux genres de ports. Le port visible ou le port qu'on appelle open, comme le portent notamment les policiers lorsqu'ils sont en uniforme, donc une arme au ceinturon visible par tous, et le port caché qu'on appelle conceal en anglais. Dans ce cas-là, l'arme doit être cachée dans le pantalon, sous la veste, dans un sac à main, peu importe. On reviendra sur le sujet du port d'armes juste après, mais avant ça, une fois cela établi, comment fait-on concrètement pour acheter une arme aux États-Unis? On va voir ça dans le détail, mais c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Comme je l'ai dit en début de vidéo avec le principe de fédération, les États-Unis sont un pays qui a été bâti sur un principe de séparation entre le pouvoir fédéral et le pouvoir de chaque État. Le pouvoir fédéral représente donc les États-Unis, tandis que les pouvoirs étatiques représentent les 50 États des États-Unis, l'Alabama, le Texas, la Californie, la Floride, peu importe. Il y a donc la Constitution des États-Unis ainsi que des lois fédérales qui s'appliquent à tout le pays, mais sur la plupart des sujets, chaque État a ses propres règles, ses propres lois, et donc notamment sur le sujet des armes à feu. Alors effectivement, la Constitution des États-Unis, avec le second amendement, garantit à chaque citoyen américain le droit de pouvoir détenir et porter des armes, et bien que ce droit ne puisse pas être surpassé et interdit par les différents États en question, c'est bien à chaque État de mettre en place différents critères pour pouvoir acquérir et porter des armes. Ça, c'est sur le principe de la Constitution, mais c'est pas 100% vrai parce qu'il y a aussi des lois fédérales sur les armes à feu. En fait, c'est une chose que peu de gens savent,
savent, mais au niveau fédéral, il y a aussi un prérequis avant de pouvoir acquérir une arme à feu. C'est un point qui est selon moi un des plus importants avant de pouvoir acquérir une arme à feu, et c'est sans doute pour ça que l'État fédéral a mis ça en place. Et je parle ici du formulaire 4473, le fameux background check, imposé par la loi Brady, mis en place par Bill Clinton en 1998 pour la version finale. Cette loi impose systématiquement la vérification des antécédents, notamment judiciaires, psychologiques, etc., lors de l'acquisition d'une arme à feu, et ce sur tout le territoire américain, vu que c'est une loi fédérale. Cette loi prévoyait à la base un délai de 5 jours entre la vérification et l'acquisition de l'arme, mais la NRA, la National Rifle Association, s'est battue contre ça et a finalement obtenu victoire vu que ce délai n'est plus imposé. Autrement dit, un État qui déciderait d'imposer aucune restriction sur l'achat d'une arme à feu devra tout de même soumettre l'acheteur à cette vérification des antécédents qui se fait directement chez l'armurier. On appelle cette vérification le NICS pour National Instant Criminal Background Check System. Donc ça, c'est le minimum. Mais alors, quels sont les États les plus libéraux, les plus permissifs sur l'acquisition et le port d'armes, et à contrario, quels sont les États les plus restrictifs? Je vais évidemment pas faire le tour de la réglementation de tous les États, ça prendrait la journée pour pas grand chose. On va donc prendre quelques exemples parmi les plus extrêmes, les États les plus restrictifs et les États les plus permissifs. Commençons par les plus permissifs. Ils peuvent être regroupés dans ce qu'on appelle la Constitutional Carry, ou Permitless Carry pour port sans permis. C'est donc assez explicite, dans ces États, le droit de porter une arme vous est garanti par la constitution de cet État, sans besoin d'avoir une LTC, une licence to carry, donc un permis de port d'armes. Dans les faits, ce permis existe mais est délivré automatiquement. Il est notamment important pour la réciprocité inter-États, parce que certains États reconnaissent les licenses to carry de certains autres, mais pas tous. Et donc pour vérifier que vous avez bien un permis de port d'armes, il vous faut cette LTC, d'où la délivrance automatique. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, 29 des 50 États sont des constitutional carry, là où le port d'armes est donc autorisé sans besoin de permis. Parmi ces États, on peut retrouver le Texas et l'Alaska qui sont considérés comme les plus permissifs concernant les armes à feu. Ces États n'ont aucune restriction quant au port d'une arme à feu, si ce n'est la vérification des antécédents prévus par le gouvernement fédéral, et ce droit vous est garanti dès votre majorité. Les spécificités quant à l'âge pour le port d'armes sont aussi propres à chaque État finalement. La Géorgie, par exemple, a décidé de fixer le droit du port d'armes à 21 ans, mais de l'abaisser à 18 ans pour les militaires. Et un fait intéressant, c'est majoritairement les États du Sud et du Midwest, qui sont des États conservateurs et républicains, qui sont attachés au second amendement et qui ont donc opté pour le Constitutional Carry. Pour les autres États, en jaune, un permis est requis pour pouvoir porter une arme. Et au niveau des États les plus restrictifs, on a notamment l'État de New York. Dans cet État, avant de pouvoir vous procurer une arme de poing, disons, le classique pour pouvoir porter une arme, il vous faudra premièrement un permis pour pouvoir acquérir une arme de poing, une vérification approfondie des antécédents, pas seulement la vérification fédérale, des documents à fournir avec des attestations, des formulaires fiscaux, etc. et un délai d'attente qui sera imposé avant de pouvoir repartir avec une arme. Ce délai est très long et est rallongé par toutes les étapes du processus, la prise des empreintes digitales, etc. Il n'est donc pas rare de devoir attendre plus de 6 mois jusqu'à un an et demi avant de pouvoir acquérir votre arme dans l'état de New York. Maintenant, vous avez été patient, vous avez pu récupérer votre arme, mais que faut-il faire pour pouvoir la porter? Déjà, l'open carry, donc le port d'armes visible dans l'état de New York, est interdit. Et pour le concealed carry, donc le port d'armes dissimulé, il vous faudra un permis spécifique, le fameux LTC pour License to Carry dont on a parlé tout à l'heure. Cette LTC, vous pourrez la demander bien sûr, car c'est un droit constitutionnel, mais après avoir passé une formation obligatoire certifiée sur la sécurité et le maniement des armes à feu, une vérification approfondie des antécédents encore une fois évidemment, et une évaluation de la moralité et de la capacité mentale du demandeur. Dans ces états très restrictifs, la Californie, New York, l'Illinois, on est donc très loin de tout ce qui existe dans les états les plus permissifs avec les constitutional carry. Alors quel que soit notre bord, on peut critiquer la façon dont ces différents états agissent, qu'ils soient trop permissifs ou trop restrictifs, mais pour pouvoir jeter un œil critique sur ce fonctionnement, il ne faut pas regarder ça avec notre point de vue de français du 21e siècle, le décalage est trop important, mais bien regarder la façon dont leur pays s'est construit, pourquoi ces choses ont été mises en place dans leur pays, et aussi pourquoi elles n'ont pas été mises en place dans notre pays. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner et à poser votre like. Venez me dire en commentaire ce que vous pensez des lois sur les armes à feu aux États-Unis. Est-ce que ça devrait être bien plus contrôlé, bien plus central ou au contraire bien plus permissif dans tous les États? Venez me le dire dans les commentaires, on en discute, ça m'intéresse. Comme je l'ai dit en début de vidéo également, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une analyse approfondie sur l'impact des lois dans le pays ou dans les différents États, etc. N'oubliez pas également, hyper important, c'est ce qui me soutient le plus, pour tout le contenu relatif à l'expatriation, c'est le premier lien en bio. Et bien sûr, vous avez la boutique officielle pour vous procurer les drapeaux et les patchs les plus redneck du game. Moi je vous laisse, merci à tous, c'était la Redneckerie,